Porteur Erwan Baladant, bonjour. Alors nous recevons ce matin Thierry Théboul, qui est directeur général de l'AFDAS, qui est opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Respect, parce que là, De la place. le champ est large. Vous êtes ainsi un guichet unique pour la formation et l'accompagnement des carrières de salariés intermittents du spectacle et de l'audiovisuel et des artistes auteurs notamment. Je dois dire que depuis le début de nos auditions, nous entendons très régulièrement parler de vos actions en matière de formation aux violences sexistes et sexuelles. Et il nous a dès lors paru indispensable de vous entendre dans le cadre de cette commission d'enquête. Et nous sommes vraiment très heureux et heureuses que vous soyez là. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges d'environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, à lever la main droite, à dire « je le jure » et à éteindre votre micro. Merci. Je le jure. Merci beaucoup. Oui, c'est plus simple quand il n'y a qu'une seule personne, parce que nos micros sont une source permanente de perturbation de cette commission d'enquête. Est-ce que je vous laisse la parole peut-être pour un propos liminaire, si vous voulez nous exposer ce que vous avez fait, et ensuite nous passerons aux questions. Merci. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés, merci de nous accorder cette audience. C'est vrai que l'opérateur de compétences que nous sommes a dans ses missions de participer de la professionnalisation des acteurs du secteur. Alors, je ne vais pas reprendre tous les secteurs, mais on va se concentrer sur le spectacle vivant et enregistré. Et on peut dire que depuis 2020, nous faisons l'objet de fortes sollicitations des partenaires sociaux, tout autant du côté des organisations syndicales que du côté des organisations patronales, pour essayer de construire une véritable politique formation sur ces sujets de lutte contre les VHSS, si vous me permettez l'acronyme. Ce sera plus simple et moins long. Je dirais qu'après quelques tâtonnements, nous sommes aujourd'hui dans une logique de mise à l'échelle de ces politiques formation. D'abord parce qu'il a fallu trouver des contenus, et puis il a fallu trouver des formats, et puis trouver toute l'agilité nécessaire pour évidemment se caler sur des modes de création, de production et de diffusion qui ne facilitent pas l'instauration d'une culture de la prévention, parce que les gens sont beaucoup de passages et que c'est pas facile de procéder à une institutionnalisation du sujet dans la durée. Et c'est à ce quoi nous nous sommes attachés avec les équipes de l'AFDAS en matière d'ingénierie, de fabriquer des parcours qui rencontrent une adhésion des professionnels, parce que si vous n'êtes que sur une offre sur étagère, on se rend bien compte que là, pour le coup, c'est pas si simple et c'est pas si spontanéiste que ça que de demander ce type de formation. Pour autant, et j'en terminerai par là, les acteurs et ma gouvernance, les partenaires sociaux, ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un effet, d'éviction de ce type de formation par rapport à une autre formation. Et ça, c'était un gros sujet, de se dire que si on se formait à ça, on ne pouvait plus avoir accès à d'autres types de formations. Donc on a levé un certain nombre de carences, on a réservé des budgets spécifiques pour ce type d'action. À telle enseigne d'ailleurs que l'année dernière, nous avons consacré 1 million d'euros quasiment sur nos 800 millions d'euros à ces formations. Donc je dirais qu'on est dans une phase de passage à l'échelle. Je ne parlerai pas d'industrialisation, mais de passage à l'échelle. Merci beaucoup, pardon, je pensais pas que vous aviez terminé, j'étais en train de noter ce que vous nous disiez. Merci beaucoup pour ce propos liminaire. Alors en effet, on a beaucoup entendu parler de vos formations, ça tout le monde le reconnaît, et que vous êtes un acteur très important et utile dans le moment. La question, c'est un peu, vous, depuis la place que vous occupez, et peut-être que les formations sont aussi un moyen de le voir, quelles sont les difficultés qui demeurent en fait pour qu'il y ait véritablement un changement de comportement et un changement, je dirais, de respect aussi dans le monde
du cinéma, du spectacle vivant d'une manière générale? Peut-être que contrairement à ce que l'actualité médiatique laisse penser, je trouve qu'il y a aujourd'hui un peu plus de raison dans la façon de traiter le sujet et un peu moins de passion. Cette passion était nécessaire, à mon avis, pour poser le sujet sur la table. Je pense que cette phase est un peu derrière nous et du coup, on sent bien que tout le monde devient raisonnable sur le sujet. Alors, je parle du monde du travail. Encore une fois, je ne parle pas du monde artistique en tant que tel. C'est très important qu'on comprenne ça. D'ailleurs, parce qu'un des constats que nous avions fait, c'est que ce sujet n'était pas traité aussi parce qu'on considérait que travailler dans le monde de la culture, ce n'était peut-être pas travailler. Et ça, c'est un sujet qu'il nous a fallu recadrer parce que si c'est du travail, alors il y a un code du travail, alors il y a des règles, un rapport au travail. Et un des principaux objectifs que nous avons poursuivis, c'est de réinscrire les questions de création, diffusion, production dans un cadre de travail qui, à mon avis, n'avait pas été toujours bien pensé comme tel. Et je pense que peut-être qu'on réglerait déjà en termes de prévention un certain nombre de choses si on rappelait dans quel cadre on est. Avec, y compris ces temps qui sont assez flous dans le monde de la culture, qui sont le moment où on travaille et le moment où on ne travaille plus. Mais si on prend l'exemple des tournages ou des festivals, c'est vrai que la frontière, elle est fragile entre le moment où ça s'arrête, le moment où ça reprend, et à quel moment on relève du code du travail, et à quel moment on relève peut-être d'un autre code. Mais dans tous les cas de figure, je pense que ça a été un moment où, c'est pour ça que je parlais de raison, où on s'est raisonné sur le fait qu'il fallait réintroduire cette notion de travail au sein même des processus de création. Parce que comment dire, la liberté de création ne peut pas être opposable à un cadre de travail. Et ça a été un sujet qui a été quand même beaucoup évacué dans le temps. Alors je sais que le temps est au procès du passé, mais moi j'ai l'impression, puisque vous me posez la question de ce que je vois, d'où je le vois, qu'on est passé dans une autre phase là. Et je le vois bien, notamment à travers l'intérêt pour des formations auxquelles avant on prêtait peu d'attention, qui sont par exemple le management dans ces structures-là. La question du management n'est pas un sujet totalement décorrélé de la question de la prévention contre... sauf que le mot management lui-même, avec toute ses contingences idéologiques, a souvent été écarté d'un revers de la main par le monde du spectacle vivant et enregistré, et qu'aujourd'hui, on est en train de se fabriquer notre propre doctrine de management aussi. Après tout, on n'est pas obligé de faire de l'importation idéologique en même temps qu'on importe sémantiquement la question du management dans nos structures. Après, on l'appellera comme on veut, c'est pas tellement le sujet finalement. Mais finalement, la vraie question, c'est que à partir du moment où on dit qu'il y a des liens de subordination, à partir du moment où on traite tous ces sujets, on va traiter différemment la question de la déviance sur les tournages, de la déviance sur les festivals ou sur une scène de théâtre. Je pense que c'est ça le vrai sujet le vrai tournant qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Et vous diriez que les formations ont joué un rôle là-dedans? Les formations Moi, je pense VHSS, parce que dans les contenus qu'on a élaborés, il y a toujours l'idée de réinscrire le traitement et la prévention des VHSS dans ce cadre managérial. C'est-à-dire de dire, attention, vous êtes dans une situation de travail, il y a des règles, et, voilà. Et de ce point de vue, je trouve que le secteur, d'ailleurs, est presque en avance par rapport à d'autres. Je sais que médiatiquement, il passe pour le vilain petit canard, mais en vérité, se poser cette question-là, je pense que ça devrait inspirer même d'autres secteurs. Moi, je dis toujours que la culture, elle devrait faire école des fois. Parce que comme elle est très exposée, dès qu'il y a une situation, elle est très vite mise en lumière. Mais en vérité, au lieu de recevoir des leçons, elle pourrait presque parfois en donner. Monsieur Balanon. Je vais rebondir sur votre remarque qu'on ressent là, sur l'idée que il y a beaucoup de personnes qui travaillant dans la culture n'ont pas l'impression de travailler. Alors pas tous, certains travaillent ils travaillent tous et c'est parfois pas simple. Mais je crois que c'était pas le sens de votre propos d'ailleurs. On a quand même noté
même si on sent que les choses s'arrangent, un défaut global de formation autour du code du travail. On sent bien que on voit des gens ici qui sont formés, mais on sent bien que dans les dialogues qu'on a avec eux, qu'ils ont la conscience que beaucoup de personnes n'ont pas une conscience aiguë du code du travail, de l'encadrement et surtout des règles qui sont édictées dans le code du travail sur le rapport employé-employeur et les obligations de l'employeur de protection de la santé mentale, psychique de l'employé. Alors, est-ce que vous, sur les formations que vous proposez, est-ce que vous avez des formations spécifiques dans ce domaine du code de travail, sur le code du travail, pour faire une remise à niveau? Et si vous ne vous les avez pas, est-ce que vous imaginez les faire et paramétrer un certain nombre de formations sur ce sujet? C'était ma première question. Alors, j'en aurais pas mal d'autres, mais c'est la première. Sur cette question de... Alors, je ne sais pas si c'est le code du travail, mais sur les relations de travail, aujourd'hui, on est sur une forte demande du secteur pour être accompagné en matière d'ingénierie de formation. Après un temps où, justement, on était dans ces logiques d'importation, c'est-à-dire qu'on voyait dans des écoles de management des majors en management culturel, un peu comme pour les Jeux Olympiques avec le management du sport. Vous savez, tout le monde s'est mis sur ces sujets-là en se disant que ça faisait peut-être bien d'avoir dans son escarcelle une formation sur le management de la culture. Ça anoblissait le management. J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, il y a une demande pour qu'on fabrique des programmes de management spécifiquement dédiés à la culture, dans une logique contextualisée de ce que c'est que la culture et ce que c'est un processus de création, de diffusion et de production. Pour la petite histoire, l'AFDAS, sous ma coordination, a sorti un petit livre qui s'appelle « Pour en finir avec les idées fausses sur le management dans la culture ». Il y a d'abord un sujet de désapprendre comment on travaille pour réapprendre comment travailler. Et je trouve qu'il y a des expériences très intéressantes. J'en citerai une parce qu'elle m'a vraiment surprise, y compris dans l'adhésion des employeurs. Une formation qui a été montée par l'organisation d'employeurs qui s'appelle Ecocène et qui a créé une formation qui s'appelle Quel Cap. Et moi, ce que je trouve assez incroyable dans cette histoire, ce que personne ne fait vraiment beaucoup, c'est que la formation au management est suivie par un dirigeant et un salarié qui a été désigné par les autres entreprises pour pouvoir travailler ensemble sur ce serait quoi un New Deal social dans l'entreprise autour de ces questions de relations du travail. Donc je trouve qu'il y a vraiment une effervescence quasi créatrice en ce moment autour de cette question du management dans la culture. Là, pour le coup, on n'en est pas à la phase de mise à l'échelle ni d'industrialisation. Mais du coup, nous, on se sert de ces premières expériences pour essayer de les modéliser et essayer de les diffuser ensuite plus largement. Mais je pense qu'on gagnera à développer ce type de formation presque en amont des formations de lutte contre les risques psychosociaux, de lutte contre les VHSS. Il faut savoir dans quel cadre on applique en fait. Ben oui. Le management, c'est un cadre. Et en effet, ce que vous dites, on le retrouve beaucoup dans les auditions, le fait qu'on est en train de passer d'un processus de création de dons de vocation à un processus de travail formalisé en tant que tel. Je pense que les acteurs les acteurs au sens large, étaient très conscients pour certains du fait qu'ils étaient dans une relation de travail, mais ont flouté cette relation pour sans doute mieux dépasser aussi les horaires, les contraintes, etc. Et puis, il y a aussi des enjeux financiers dont on a mesuré quand même l'ampleur dans cette commission. C'est que ça aussi, ça joue. Et du coup, je voulais savoir, par exemple, vos formations, est-ce qu'elles sont payantes pour les structures et combien... ça représente un budget de combien de faire une formation ? Alors, nous finançons la formation, mais nous ne la dispensons pas. On est bien d'accord, nous sommes juste l'opérateur de compétences qui accueille les demandes, les finance auprès de ceux qui ont des droits à la formation. Donc c'est forcément... Tout à fait. Donc, et c'est pour ça que je parlais d'effet d'éviction. Ce à quoi nous veillons, c'est d'éviter que si on se forme, je dis n'importe quoi, à la lutte contre les VHSS, on puisse continuer à se former sur son cœur de métier, parce que sinon, à un moment donné, le choix va être vite fait, étant entendu qu'on n'a pas une marge de manœuvre qui permet de démultiplier les actions de formation. Mais
du coup, c'est là où la volonté politique est forte, c'est-à-dire qu'on a décidé d'affranchir ces formations-là de toute contrainte financière. On a isolé un budget. En gros, le budget, par exemple, aujourd'hui, pour former les intermittents du spectacle qui nous est dédié est de 50 millions d'euros à peu près. On a isolé à l'intérieur 1 million d'euros sur ce sujet-là. Ce qui permet et on l'a affranchi de toute carence, c'est-à-dire que si un intermittent se forme à ce sujet, ça ne l'empêchera pas de redemander une autre formation cœur de métier. C'est intéressant, merci beaucoup, Monsieur Balma. Oui, juste, est-ce que vous avez été associé est-ce que vous avez travaillé avec le CNC sur leurs formations qui sont maintenant des formations obligatoires pour obtenir les aides du CNC? Est-ce que vous avez un retour sur ces formations? Est-ce qu'elles pourraient être améliorées avec l'expérience? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être ajustées, sachant que le CNC, à partir du 1er janvier, va aussi se lancer dans un nouveau cycle de formation plus large, et je crois que c'est assez conséquent, je crois que c'est 2 millions d'euros, il me semble, pour ces formations. Et l'autre question, c'est justement, et on a déjà évoqué, il y a la question de l'intermittence. Alors, les intermittents ont par définition du temps à certains moments, mais ils n'ont pas nécessairement la connaissance du moment où ils vont avoir ce temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois, on vous appelle et il faut répondre très vite. Alors, comment c'est géré? Ça, c'est par rapport au calendrier pour trouver des créneaux. Est-ce que là-dessus, il y a une difficulté particulière ou pas? Et l'autre question, c'est sur quoi sur les 20 millions là d'euros, 50 millions d'euros intermittents, est-ce que en plus des VHSS, est-ce que vous pourriez nous donner un petit panel du type de formation? Parce que peut-être parfois certaines formations qui peuvent être utiles également à l'appréhension de ces sujets. Je commence par la première question sur le CNC. Alors, les formations, j'ai pas de retour parce qu'elles n'ont pas commencé. Elles commenceront à partir du mois de janvier. Les anciennes. Ah, sur les anciennes, en fait, nous avions avec le CNC 2 offres de formation. C'est bien ça qui nous a posé problème à un moment donné. C'est que le CNC avait organisé des formations qui étaient des formations de sensibilisation. Elles duraient une demi-journée à la lutte contre les VHSS pour les producteurs. Nous avions battu en parallèle une formation à la fois pour ceux qui sont des managers, pour ceux qui sont les référents, pour ceux qui sont des donneurs d'ordre, ou pour des intermittents, parce que nous avions estimé sans doute que les premières violences, elles étaient entre pairs, et qu'elles ne s'inscrivent pas toujours dans une relation de subordination, ces violences-là. Et c'est ça qu'il fallait pour nous aussi traiter. Ce programme-là a été conduit en parallèle du CNC. On y a, je pense qu'en 2024, elle dure 1 jour à 3 jours, selon que vous voulez aller jusqu'au plan d'action qui est mis en place pour lutter. Donc c'était plutôt des formations conséquentes, ce qui d'ailleurs a pu constituer un frein à un moment donné, parce que consacrer 3 jours, y compris quand on est permanent d'une structure, c'est un peu compliqué, sachant qu'on se forme aussi à d'autres choses. Donc on a convergé au début de l'année 2024 avec le CNC qui était au bout de son marché sur les producteurs, et ils sont venus nous voir en disant bon voilà, on a 2 sujets, est-ce que ça vaut le coup qu'on continue d'être concurrent sur le champ du cinéma sur ces sujets-là? Et 2, est-ce que finalement sur le format on n'aurait pas un équilibre à trouver entre ce que nous faisons d'une demi-journée et ce que vous faites d'un jour 2 jours? Et c'est comme ça ils nous ont confié l'ingénierie d'un programme qui va être le programme qui va faire foi pour attester du fait qu'une personne qui est sur un tournage a bien été formée et donc déclenche bien les aides du CNC. Donc on a construit un programme hybride où vous avez une demi-journée à distance sur les questions plutôt réglementaires et légales, et puis une demi-journée que nous on a vraiment voulu imposer en termes d'ingénierie et de contenu sur qu'est-ce que c'est que le cadre de travail qu'on se fixe dans un tournage. Sur la première, une fois que vous l'avez faite une fois, vous l'avez faite pour toujours, et nous pourrons attester, nous, vis-à-vis du CNC, que la formation a bien été suivie. En revanche, même si vous faites 10 tournages par an, vous devez retourner en formation
sur la demi-journée en présentiel avec les équipes de tournage. L'idée étant d'être dans une logique de formation-action, c'est-à-dire que à la fois on se reforme un tout petit peu. J'ai l'habitude de dire que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. On se reforme un tout petit peu. Et en même temps, on se fixe ensemble un cadre de travail dont on ne va pas essayer de déborder pendant toute la durée du tournage. Donc ça, c'est ce qui va se mettre en place au 1er janvier 2025. Pardon. Voilà. Voilà, ça commence là et on pourra vous faire un retour. Mais pour le coup, on a planifié ces formations sur 200 tournages. Pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte à peu près 1 500 € la formation. Donc vous multipliez 200 à 300 tournages par an en France par 1 500 € et ça vous donne le coût de l'opération sur le CNC. On garde à côté de ça toutes les actions qu'on mène en parallèle. Je vous donne un autre exemple. On accompagne la branche de l'audiovisuel sur ce qu'on appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle, sur le métier de coordinateur d'intimité. Donc c'est nous qui en faisons toute l'ingénierie, sur lesquelles on va le déposer au RNCP et il va être bientôt éligible à nos propres financements. Monsieur le rapporteur. Sur la formation coordinateur d'intimité, donc vous la paramétrez pour le cinéma, est-ce aussi pour le spectacle vivant, parce qu'on sait que sur scène et sur le théâtre il le faut aussi, et vous n'avez pas répondu à la deuxième question tout à l'heure, voilà, mais c'est pas grave, hein, c'est pour ça que voilà. Et encore sur la coordination d'intimité, c'est quel type de formation qui est prévu exactement, parce que c'est quand même un métier qui, je pense, à mon sens, mais peut-être je me trompe, n'est pas un métier qu'on apprend avec une formation très courte de quelques jours. C'est plutôt, je crois, voilà, quelque chose d'assez structurant, voire est-ce que ça ne devrait pas être sanctionné par un diplôme? Est-ce que ça ne devrait pas être une formation diplômante? C'est bien pour ça qu'elle l'est, certifiante. C'est pour ça qu'on a choisi de la proposer dans le cadre d'un certificat de qualification professionnelle, un CQP, qui est un diplôme de branche. Non, c'est bien le sujet, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait là dans, comment dire, une compétence socle, comme on peut l'être sur la prévention contre les luttes contre les VHSS. On est là vraiment sur un métier. Et si c'est un métier, alors il faut lui donner des certifications. Pour l'instant, on est sur un CQP parce que c'est ce qui est le plus facile à mettre en œuvre le plus rapidement possible. Les branches se sont mis d'accord. Voilà. Mais on fait la même chose sur... on a un deuxième projet en la matière sur l'encadrement des enfants sur les tournages. Voilà, donc, sur les coachs d'enfants, on est aussi l'opérateur qui va faire toute l'ingénierie du programme. Et c'est plus simple de nous le confier à nous, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que comme derrière, c'est nous qui allons le financer, c'est mieux de construire l'ingénierie pédagogique en même temps que l'ingénierie financière. Parce qu'après, on se retrouverait avec une offre qui ne serait pas solvable, ça serait... On voit bien que c'est pas tout à fait... Oui, on voit bien. Justement, sur les coachs d'enfants, donc là, sur les coordinateurs d'intimité et coordinatrices d'intimité, je comprends que c'est sur le point d'aboutir, c'est-à-dire qu'il vous manque l'inscription au RNCP. Au RNCP, le dossier est quasiment fini. Je crois qu'il y a eu un dernier comité de pilotage, là, et qu'ensuite le dossier va être déposé. Donc ça veut dire que, pardon, juste terminer, en janvier, a priori, ça démarre, quoi, globalement. Enfin, oui, janvier, alors... février. Oui, c'est ça. Après, il y a quand même un petit délai. On a obtenu de France Compétences que c'était un métier qui pouvait devenir prioritaire, donc qui va être inscrit assez rapidement au RNCP, je pense. Bon, disons, première moitié de 2025, normalement, on y arrive. D'accord. Sur coach d'enfants, parce que alors, coach d'enfants, dans ce qu'on a entendu dans les auditions, ça semble quand même beaucoup plus flou. Parce que c'est moins mature, oui. Voilà. On est encore au stade projet. D'accord. Et donc, pour faire une certification là-dessus, comment vous procédez? C'est-à-dire que comment vous définissez, en fait, et qu'est-ce que vous mettez dans la formation pour devenir coach d'enfants? On suit un cheminement assez classique quand on fabrique une certification ou un diplôme, c'est-à-dire qu'on réunit des professionnels pour essayer de définir un référentiel d'activité. Qu'est-ce que c'est que l'activité? À partir de ce référentiel d'activité, on définit un référentiel de compétences. Et in fine, on réalise un référentiel de formation et de certification. C'est très important de le faire dans ce sens-là parce que sinon, on va faire de la formation, puis après, on va vérifier que ça correspond bien au régime d'activité. C'est bien l'inverse que nous faisons. On travaille d'abord sur
l'activité. Et donc on réunit des professionnels, on leur fait parler de à quoi ça pourrait ressembler ce type de métier. Évidemment, notre rapport à nous, il est en ingénierie pédagogique, en disant bah, ça, vous pouvez... parce qu'en plus, très souvent, le mélange entre ce que c'est que l'activité, la compétence et la formation, c'est pas toujours simple, c'est pas les sachants en la matière, c'est plutôt nous qui avons cette capacité à les remettre dans un cadre comme celui-là. Sur cette formation, juste première question, est-ce qu'il y aura une reconnaissance des validations des acquis ou quelque chose comme ça pour celles parce que c'est essentiellement pour l'instant des femmes, et elles ne sont pas très nombreuses, hein, je crois que nous on n'en a pas trouvé beaucoup, donc ouais, à peu près une demi-douzaine, hein. Donc est-ce qu'il y aura une validation des acquis pour ces personnes-là? Parce que ça serait un peu handicapant que ces personnes qui ont déjà une expérience et qui ont déjà des formations souvent américaines ne puissent pas exercer correctement. Et ensuite, on voit bien aussi que toute cette matière, et je crois que vous le démontrez bien, est assez fluctuante, en mouvement. Est-ce que vous adaptez très finement, régulièrement, toutes ces formations? Et est-ce que, par exemple, là, sur cette formation coordinatrice d'intimité, grosso modo, c'est quel temps de formation, enfin, quel temps avant que la formation soit prête, c'est-à-dire entre le moment où vous sentez le besoin, où on vous le remonte, et ce moment où bientôt c'est prêt, ça a duré combien de temps? Une bonne année, ce qui est quand même assez court, hein, c'est pas... Pardon, une bonne année de préparation, d'ingénierie. Et encore, là, on a un peu de chance parce que on a obtenu de France Compétences que ça soit une certification urgente à inscrire au RNCP, mais ça peut prendre plus de temps si ça ne marche pas. Et c'est vrai que sur le coach d'enfant, enfin, le problème de la culture en général, hein, c'est que comme on ne fabrique pas des cohortes énormes, on a du mal à être entendu, et dans la pile des dossiers, c'est toujours un peu compliqué de faire valoir nos diplômes. Même si je défends l'idée que nous formons à plein de métiers, mais en petite quantité, versus l'industrie qui peut arriver en disant j'ai besoin de, je dis n'importe quoi, mais 3000 soudeurs demain. Moi, j'aurais jamais besoin de 3000 coachs d'enfants. Et du coup, les personnes qui labellisent ce genre de démarche, elles se posent toujours la question de l'intérêt de le faire pour quelques-uns. Moi, je ne me la pose pas la question. Vous avez raison, c'est très important de consacrer une formation comme un métier à travers sa diplomation et sa certification. Moi, j'avais une question sur le coach d'enfant toujours. C'est est-ce que, par exemple, alors je ne sais pas si c'est à votre niveau que la question se pose, mais est-ce que les extraits de casier judiciaire seront à un moment donné une demande parce que la question c'est si une personne, et encore une fois ce sont des cas très marginaux en réalité parce que le nombre de condamnations étant si faible, mais si une personne a été condamnée et qu'elle a été condamnée à ne plus être en contact avec les enfants, comment elle peut ne pas devenir coach d'enfants? C'est-à-dire comment on peut lui interdire l'accès à ce métier-là, quoi. Oui, à la différence d'avoir suivi une formation, d'attester qu'on a suivi une formation, par exemple dans la lutte contre les VHSS, là on est plutôt sur un contrôle d'honorabilité, et c'est plus compliqué sans doute à faire, mais c'est indispensable, et on le voit bien d'ailleurs puisque vous avez listé les branches qui relevaient de l'AFDAS, si on regarde ce qui se passe dans le sport, parce que c'est pas un sujet qui est réservé à la culture, celui-là, je peux vous le dire, et dans le sport c'est encore plus prégnant de mon point de vue. C'est sûr qu'ils se sont aperçus un peu tardivement qu'il n'y avait pas de contrôle d'honorabilité, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait pu être condamné à un endroit pouvait aller chercher Il y a eu pas mal de reportages médiatiques sur ce sujet, hein, où vous avez des personnes qui avaient été condamnées à un endroit, qui avaient retrouvé un poste d'éducateur sportif dans un autre endroit, sans que ça ne gêne personne. Là encore, il y a des sujets de responsabilité des ministères aussi, me semble-t-il, sur ces sujets-là, qui permettraient de rendre quelque chose d'un peu plus réglementé, à la manière de ce que fait d'ailleurs la sécurité et le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ne pas imaginer... Mais depuis, on a ajusté ça, hein, au niveau législatif depuis 2021.
Il y a un dispositif maintenant ouais, mais qui est issu d'un certain nombre d'affaires comme vous l'avez signé. Combien coûtent ces formations pour être trivial un peu, et elles sont à la charge de qui, et par exemple, est-ce que pour, par exemple, coach d'enfants, coordinateur, coordinatrice d'intimité, il y a des prérequis, des bases à avoir, un niveau de diplôme déjà obtenu? Est-ce que vous, enfin, si vous l'avez peut-être pas là, je comprendrai. Ouais, voilà, pour nous transmettre. Ouais. Je vous l'adresserai, peut-être tout le programme. Après, à la question qui va payer, encore une fois, c'est sur les fonds mutualisés de l'opérateur de compétences qu'on financera ce type de parcours. Donc c'est nous qui allons régler cette facture-là, mais quand je dis régler cette facture, c'est que au même titre que d'autres formations. Je n'ai pas répondu à deux de vos autres questions. Est-ce que vous voulez rapidement j'y réponde sur le spectacle vivant et non le spectacle enregistré? La dynamique dans laquelle on est aujourd'hui crée un effet d'émulation quand même très très fort. Et ce qui est en train de se passer avec le CNC nous a fait ouvrir des discussions avec le Centre national de la musique, avec le CNM sur ces sujets-là. Donc je trouve qu'on est, pour le coup, là, il y a une saillance qui nous oblige les uns les autres, mais qui contraint aussi chacun à devoir y réfléchir. Et voilà, on a des plannings de travail qui sont prévus avec le CNM notamment et la STP pour essayer de trouver un système à peu près équivalent. Maintenant qu'on a la base de formation, c'est assez facile à décliner. Le temps que vous évoquiez pour fabriquer, c'est du temps qu'on va pouvoir surtout là juste consacrer à l'ajustement d'un module qu'on a fait pour le spectacle enregistré au spectacle vivant. Je me souviens plus de la troisième question que vous m'aviez posée. Non, c'était la question plus en amont sur le listing en réalité de vos formations. Mais peut-être que vous pouvez nous le transmettre, le catalogue, et ça nous permettra de voir. Ça serait fastidieux parce que en vérité, les intermittents du spectacle, on accompagne en théorie 220 000 intermittents, mais en vérité, pour avoir accès au fond de la formation professionnelle, il faut témoigner, ce qui n'est pas totalement idiot, de sa professionnalité. Et donc on ne prend un intermittent que quand il a 2 ans d'intermittence. Et là, on est sur des formations artistiques, des formations techniques, et voilà, il faudrait que je vous distingue les deux chapitres. Alors moi, je reviens sur ma question, pardon, parce que du coup, on s'entrecroise, mais voilà, sur la question de l'extrait de casier judiciaire. Donc en fait, ce que vous nous dites, parce que j'ai pas tellement compris votre réponse, c'est est-ce que on demande ça pour avoir la certification, donc en amont de la certification, de sorte qu'on ne puisse pas devenir coach d'enfant si on a un extrait de casier judiciaire? Option 1. Option 2, pour la certification, vous ne regardez pas ça parce que vous n'êtes pas habilité à le regarder, et du coup, donc il peut y avoir des coachs d'enfants avec un casier judiciaire, et dans ces cas-là, c'est aux employeurs de réguler. Donc la question que je vous pose, c'est d'après vous, où est le bon endroit pour vérifier qu'il n'y ait pas de gens qui encadrent des enfants avec le titre de coach d'enfant, qui par ailleurs ait un casier judiciaire? Moi, je crois que c'est plutôt du côté des employeurs. Pardon, je le dis, ça veut dire qu'on pourrait avoir des coachs d'enfants avec la certification qui ont des casiers judiciaires. C'est pas possible. Parce que du coup, vous voyez bien que ça ouvre une brèche, quoi. Sauf si c'est sanctionné par le Code du travail qui dit que vous ne pouvez pas, Donc du coup, ce serait dans le Code du travail. En fait, la question qui est il faut posée, trouver, c'est à nous, législateurs, où est-ce qu'on le met, en fait? Oui, c'est ça, je comprends. Mais je pense qu'il faut... Enfin, une réponse spontanée comme ça, c'est compliqué, parce qu'il faut que ça soit faisable. Ce qui m'inquiéterait dans la première hypothèse que vous évoquiez, c'est que comme on est sur quand même un vrai marché libéralisé de la formation professionnelle aujourd'hui, depuis la loi de 2018, je ne sais pas qui pourrait contrôler l'entrée en formation de ces personnes. Ça voudrait dire de faire confiance aux organismes de formation, parce que ce ne sont pas, par exemple, pour nous, des points de validation d'une demande de prise en charge par l'opérateur de compétences. On est plutôt dans une logique de libre entreprise du champ de la formation. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le CPF, vous avez vu ce qui s'est passé sur l'apprentissage. Voilà, c'est le choix qui a été fait. Moi, c'est pas à moi d'emporter un jugement ici, mais néanmoins, dans ce cadre-là, ça va être compliqué d'empêcher l'entrée en formation d'une personne sous ce prétexte. En revanche, son recrutement et son embauche, là, je trouve qu'il y a
c'est plus facile à réguler. Oui, mais je crains que si on se prévaut d'une certification coach d'enfants, il y ait des petites structures qui prennent pas le temps de l'extrait judiciaire. Bon, on va voir, on va réfléchir à ça parce que c'est un sujet important. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à l'endroit où on le met. Monsieur le rapporteur, Madame Melchior, vous aviez une question peut-être ou pas? Merci Madame la Présidente. Non, c'est moi qui m'éloigne parce que je vais devoir partir peut-être avant la fin. Oui, je voulais savoir si depuis que les formations sont en place, vous sentez une croissance en fait de ces formations. Et puis, j'ai regardé, vous avez un catalogue effectivement par mots-clés, on arrive à beaucoup de formations. Est-ce qu'il y a aussi un aller vers? Est-ce qu'il y a certaines formations qui sont mises en avant à certains moments ou comment est-ce qu'on peut mieux faire connaître? Parce que c'est vrai que dans un catalogue, il y a tellement de pages que on ne sait pas où aller. Merci. Merci de votre question parce qu'elle est importante. Notre travail d'opérateur de compétences, c'est aussi de développer l'accès à la formation. Et donc, on a une mission d'information et de communication à l'endroit des salariés, qu'ils soient permanents ou intermittents. Donc, de ce point de vue, on fait beaucoup d'opérations de communication sur ces sujets. L'EFDAS, c'est 14 implantations régionales, par exemple. C'est un sujet qui est embarqué en permanence dans l'accompagnement des petites, grandes structures sur ce sujet-là. Donc on a vraiment des opérations de communication. On est partenaire, par exemple, d'un certain nombre d'actions dans le monde du cinéma. Tout récemment, on a remis le prix d'une jeune technicienne dans un film sélectionné à Cannes. Ça, c'est des sujets sur lesquels on surfe, si vous me permettez l'expression, pour aussi, cette fois-ci au prisme d'égalité femmes-hommes, même si je ne fais pas la confusion avec la lutte contre les VHSS, mais à ce prisme-là, on fait la promotion de ce type d'opération. Donc oui, il y a une volonté forte du conseil d'administration de l'AFDAS de promouvoir ce sujet-là, mais surtout qu'à partir du moment où il consacre une enveloppe fermée à cela, bien évidemment, nos équipes et nos services ont pour mission de la promouvoir. Merci. Je crois que tu as eu la même nouvelle que moi sur le portable. Désolée parce que c'est une situation politique qui évidemment nous invite à une vigilance permanente. Monsieur le rapporteur. Oui, alors j'ai perdu le champ moi aussi. Excusez-moi. Non, sur Attendez, je vais voir sur quelle question je rebondis sur les sujets qu'on n'a pas... parce qu'on a pas mal dressé le panorama, déjà on avance bien. Oui, c'était des données un peu chiffrées, savoir à peu près le volume de personnes formées globalement et sur le sujet qui nous préoccupe en particulier. Est-ce que vous avez parlé vous avez dit que c'était après un certain nombre de tâtonnements, et d'ailleurs je voulais vous poser la question de savoir quels avaient été ces tâtonnements. Est-ce que c'était des tâtonnements d'ordre technique, d'ordre pédagogique ou d'ordre de paramétrage, d'adaptabilité à la situation particulière du monde du spectacle? Donc volume et les difficultés que vous avez pu avoir. Les tâtonnements, ils ont à voir avec le format des formations, c'est-à-dire qu'on est face à des professionnels qui ont une vision très utilitariste de la formation, pas une logique toujours préventive. Les intermittents du spectacle ou les permanents ou les producteurs. D'accord. On se forme à ce dont on a besoin pour travailler, parce que c'est ça aussi qui maintient son employabilité. Si vous êtes technicien son, technicien lumière et que vous n'êtes pas à jour de vos compétences, tout d'un coup vous êtes petit à petit borduré du marché. Or le sujet de faire ses heures dans l'intermittence, etc., il est vraiment là. Donc ça a été un vrai sujet d'essayer d'expliquer que on pouvait aussi se former de manière préventive à quelque chose qui ne vous est peut-être pas encore arrivé, qui ne vous arrivera peut-être jamais, mais auquel vous devez être formé. Ça a été un vrai sujet d'évangélisation, si vous me permettez l'expression. Ça, c'est une première difficulté, mais je trouve qu'on a trouvé son rythme parce que en 2023, je crois qu'on avait à peu près 1700 personnes formées. En 2024, 3841 personnes. 1035 actions de formation qui ont été conduites. Donc on est vraiment sur une montée en régime et un régime
qui commence à satisfaire à peu près tout le monde. Et puis, nous travaillons à la certification de ces formations aussi, c'est-à-dire sans en faire un permis de travail, hein, ça les syndicats de salariés ils sont très attentifs. L'idée de délivrer par exemple un open badge qui va pouvoir être mis sur le CV et qui va pouvoir aussi être un sujet qui augmentera leur employabilité. C'est une manière de prendre, de contourner l'obstacle de c'est pas utile, ça peut le devenir si dans votre CV d'intermittent, vous avez j'ai suivi la formation et donc du coup ça augmente mes chances d'être embauché et donc ça augmente mon employabilité. C'est un peu vers ça qu'on se dirige et comme il se trouve que nous allons hériter de la plateforme de formation des Jeux Olympiques à Paris, nous allons poser les... Alors elles ne vont pas être réservées au sport, elles vont être ouvertes aux 31 branches et sur cette plateforme-là nous comptons bien y poser la délivrance de badges qu'un employeur pourra aller vérifier comme obtenu à ce moment-là. Et c'est là où on retrouve les notions d'honorabilité d'une certaine manière, même si ce n'est pas le même sujet, hein, je ne les mélange pas, mais quand même, ça va permettre de nous poser comme tiers de confiance de quelque chose. Monsieur le rapporteur. Ça répond en partie à la question que j'allais vous poser, parce que justement, la question, on pourrait se dire que sur certaines formations, qui sont des formations sur le bien vivre ensemble, les comportements, etc., on pourrait imaginer, alors je sais que ce n'est pas du tout dans l'esprit des intermittents, une sorte d'avoir un tronc un peu, je vais dire le mot, mais ce n'est pas le bon mot, et vous avez répondu en partie à une façon de le détourner, c'est l'obligation d'avoir un certain nombre de formations. Est-ce que ça, vous l'avez imaginé? Est-ce que dans les branches, c'est un no-go total de se dire que pourquoi pas imaginer que la formation violence sexiste et sexuelle, elle soit obligatoire sur un délai assez long évidemment, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, sachant que a priori si elle était prise en charge, gratuite, on pourrait parfaitement se dire que les intermittents ont parfois des moments de temps sans travail, même si c'est pas du vrai temps sans travail pour certains, parce que c'est souvent un moment de création et c'est le moment où ils peuvent avancer sur d'autres projets. Est-ce qu'on pourrait imaginer une obligation? Mais là, vous avez répondu avant que je pose la question, je l'avais en réserve, sur cette question de badge qui pourrait être intéressante, justement. Je pense que... Regardons ce que ça donne avec le badge. Regardons ce que ça donne avec la conditionnalité des aides, parce que ça, c'est quand même majeur. C'est une manière de contraindre quand même. C'est-à-dire qu'un producteur aujourd'hui va devoir faire quand même assez attention à qui il fait travailler et aux pratiques. Donc, aller plus loin dans un contexte qui est déjà assez réglementé. Hein. Si je prends les techniciens, ils ont déjà beaucoup de formations obligatoires. Et puis attention à ne pas s'inventer un truc qu'on ne saurait pas faire. C'est-à-dire trouver du temps et de l'argent pour former tous ces gens-là à tous ces sujets obligatoires. Oui, mais... Excusez-moi, les techniciens, par exemple, prenons un électricien, il a un certain nombre de prérequis assez logiques de sécurité. On peut se dire aussi que la prévention des violences sexistes et sexuelles, c'est aussi de l'ordre de la sécurité. Donc c'est pour ça que la question, elle n'est pas complètement anodine. C'est pas le fait de bien se comporter et de ne pas blesser quelqu'un, c'est dans le cadre de la formation, par exemple, d'un électricien. Le fait de bien se comporter et de ne pas blesser quelqu'un, ça pourrait être aussi, par exemple, dans la formation d'un réalisateur ou d'un chef opérateur ou d'un technicien ou d'une comédienne ou d'un comédien. Je rajoute à cette question la question des référents VHSS sur les tournages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend qu'une personne référente VHSS sur un tournage, ou sur un spectacle, ou sur un festival, c'est une personne qui a eu la formation du CNC, globalement, ou une formation équivalente, les vôtres. Voilà. Est-ce que vous pensez utile ou pas de faire une formation véritablement dédiée à ces référents VHSS? Ah mais elle existe. D'accord. Okay. En fait, elle fait partie de notre catalogue. Oui. Non, mais En fait, vos deux questions, elles s'adressent aux gestionnaires de fonds ou aux citoyens. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un risque tout autant majeur que celui du risque d'électricité. Après,
je pense que comme on est dans une phase où justement nous sommes en train de construire quelque chose, c'est bien de le faire en prenant toutes les contraintes possibles autour de ça. Et on a quand même des sujets de financement de la formation professionnelle dans notre pays. Enfin, je veux dire, moi, je jongle un petit peu avec des priorités. Et quand je dis qu'on essaie d'éviter l'effet d'éviction, c'est pas toujours possible. Hein, de se dire que quand on impose des réglementations à un endroit, bah, c'est toutes les formations autour d'autres sujets qui peuvent être évacuées très rapidement, pas seulement par le bénéficiaire, mais peut-être même par nous à un moment donné, on peut se retrouver un petit peu exsangue en termes de fonds. On gère 800 millions d'euros hein, quasiment à l'AFDAS, mais force est de constater que les budgets qui nous subventionnaient notamment soit nos rapports avec les régions, soit nos rapports ne serait-ce qu'avec l'État sur des aides qu'on a pu avoir depuis la crise sanitaire qui a quand même masqué un certain nombre de choses, nous fait retomber à des niveaux de capacité de financement qui va obliger à faire des choix quand même. Alors c'est une question on aurait peut-être dû commencer par celle-là. D'où viennent les 800 millions de vos fonds parce que la question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que les gens qui financent les films, c'est-à-dire les distributeurs, les diffuseurs, participent eux aussi à la prise en compte de ce risque et donc à la prévention et à la formation en amendant de façon un peu plus importante sur la question de la formation. Parce que tout ce qu'on fera en prévention, en formation, c'est des accidents qu'on évite. C'est juste la règle habituelle dans le code du travail. Donc la question du financement peut se poser. Et puis il y a un autre corollaire à tout ça, enfin une incidente, c'est que comme on a la réflexion et le milieu a la réflexion aussi de la question des assurances, on peut parfaitement imaginer qu'à un moment donné, les polices d'assurance disent « mais si vous n'avez pas X personnes formées, un référent, nous, on ne vous assure pas ». Donc tout ça, c'est une économie à recréer. Et comme nous allons faire des propositions, est-ce que vous auriez vous aussi des pistes de réflexion sur ce sujet, sur le financement et sur l'amendement du financement de façon plus importante? La loi de 2018, sur la loi à venir, hein, elle a reposé un certain nombre de choses sur les financements. Autrefois, les opérateurs de compétences que nous étions s'appelaient des OPCA et nous vivions sur les contributions des employeurs qui nous versaient directement. Des contributions légales prévues par le Code du travail, des contributions conventionnelles décidées par les partenaires sociaux, et puis des fonds volontaires qu'on pouvait nous confier. Depuis la loi de 2018, les contributions sont versées aux URSSAF, qui nous les reversent via une institution qui s'appelle France Compétences, et qui d'ailleurs n'a pas forcément toujours à voir avec le montant des contributions qui ont été versées par les entreprises. C'est fait sur des modes, des algorithmes qui renvoient au nombre d'entreprises que nous avons par rapport à la globalité, etc. etc. Ce sujet-là, je dirais qu'il a aussi fléché les fonds de la formation professionnelle vers deux choses, le CPF et l'apprentissage. Aujourd'hui, dans les 800 millions d'euros qu'on gère, il y en a quand même 500 qui sont liés à l'apprentissage. Donc là où nous essayons de concilier les deux sujets, celui qu'on évoque aujourd'hui, par exemple l'apprentissage, c'est que nous essayons d'obliger les écoles, parce que c'est à la fois un sujet de formation continue, les VHSS, mais c'est aussi un sujet de formation initiale, c'est-à-dire qu'on puisse dans les écoles introduire les modules que nous avons pour qu'ils deviennent obligatoires dans les écoles de théâtre, dans les écoles de cinéma, etc. etc. Ça, c'est un autre combat qu'on mène en parallèle, c'est-à-dire de se dire qu'il faut infléchir les pratiques de ceux qui sont les professionnels d'aujourd'hui, mais il faut aussi mettre un peu tout de suite sur de bons rails ceux qui seront les professionnels de demain. Et ça, c'est pour nous une manière d'utiliser les fonds sur un même sujet à deux endroits, la formation initiale et la formation continue. Après, des pistes, je ne sais pas, on retombe sur le sujet de la formation obligatoire ou pas. Je vois pas d'autre manière de faire aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement,
Ça repose la question de par quoi on sanctionne la formation. Par exemple, si on veut l'inscrire au CPF, il va falloir qu'on la certifie. Et c'est pas un simple open badge qui va suffire. Il va falloir aller dans le sens de ce qu'on fait sur les coordinateurs d'intimité, c'est-à-dire une vraie certification. Mais comme ce n'est pas un vrai métier, c'est pas si simple que ça. Moi, je pense que si les branches sont d'accord, à un moment donné, la formation qu'on a conduite là, au bout d'1 an, je la déposerai bien au répertoire spécifique, au RNCP, pour que, au même titre qu'une habilitation CACES, ça devienne une habilitation... Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Moi, je pense que pour moi, aujourd'hui, la question de l'open badge, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire parce qu'elle nous appartient. On est libre de créer un badge si on a envie de le créer. Je pense que la phase d'après, ça sera peut-être une inscription à ce qu'on appelle le répertoire spécifique, qui est non pas des diplômes ou des certifications, mais des habilités professionnelles. Moi, je considère que ça, c'est vraiment une habilité professionnelle qui doit permettre de donner une chance supérieure à celui qui a cette habilité à être employé par le secteur. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. C'est vrai. On a plusieurs pistes là qui sont intéressantes et innovantes auxquelles nous n'avions pas encore réfléchi dans cette commission. Donc merci beaucoup à vous. Et en fait là on va continuer les auditions jusque fin février a priori. Le rapport sera rendu en avril. D'ici là, si nous avons des questions complémentaires, nous nous permettrons de vous adresser un questionnaire par écrit. Et si vous avez des choses que nous n'avons pas encore abordées et qui sont importantes, vous pouvez nous les renvoyer aussi par écrit ou redemander d'ailleurs à être auditionné, c'est absolument possible. Je pense que je vous adresserai tous les éléments qu'on a évoqués là, c'est-à-dire le projet de CQP, coordinateur d'intimité, le projet sur les coachs d'enfants, peut-être un descriptif du programme qui est monté avec le CNC, voilà, enfin, tous ces éléments, je vous les fais passer dans la foulée. Et on vous complète, on vous envoie un questionnaire aussi qui serait une trame Parfait. qui permettra de compléter. En vous remerciant chaleureusement. Merci beaucoup. Madame la Présidente de votre écoute.